Donc du coup, Aurélien Dupré, qui est chirurgien au Centre Léon Bérard, spécialisé dans la chirurgie digestive et qui a beaucoup développé des techniques d'ultrason focalisée dans les tumeurs hépatiques, notamment, et les métastases en particulier, et qui va nous... Et donc, qui va nous présenter des applications en chirurgie digestive. Merci. Merci Charles-André. Merci de m'avoir invité. Ok, donc merci. Je suis très content de participer à cette matinée où on fait un peu l'overview de tout ce qui se fait en pratique clinique et puis également certaines applications en devenir, ou en tout cas des idées. C'est assez intéressant, comme avait dit Bernard hier, de partager les expériences. Ça peut nous donner des idées, parfois de prendre une bonne idée dans d'autres spécialités. Alors, la particularité de l'appareil digestif, c'est qu'il est extrêmement variable d'un point de vue anatomique et physiologique. Ça va du tube digestif aux organes pleins. Alors, le tube digestif, c'est des organes creux. Les pathologies, elles sont principalement localisées au niveau de l'œsophage, de l'estomac et du côlon. Donc, forcément, qui dit organe creux dit qu'à l'intérieur, va y avoir, alors, il y a du liquide digestif, mais il y a aussi de l'air, ou plutôt des gaz. Donc, forcément, on va avoir une interface aérienne qui va gêner la propagation des ultrasons. Et alors, même si on arrive à faire de l'échographie diagnostique du tube digestif, ça reste quand même assez compliqué. Si on s'intéresse au traitement des lésions du tube digestif, la difficulté, et ça a été dit là au cours des précédents topos, c'est que très souvent on a besoin d'une anatomopathologie. Donc même si on n'a pas de critères formels de lésions cancéreuses, eh bien on a besoin d'une analyse histologique précise pour savoir s'il y a un traitement complémentaire à faire ou si on peut se contenter d'un traitement local. Concernant les organes pleins, il y a deux principaux, les plus connus, le foie et le pancréas. Il y a également la rate, mais la rate, elle est finalement peu siège de pathologie. Donc là, avec ces organes pleins, eh bien, on va pouvoir faire des traitements externes sans difficulté. Et d'ailleurs, les principales applications cliniques qui existent actuellement, c'est pour le foie et le pancréas. Principalement les tumeurs primitives du foie, qui est le CHC, également les tumeurs secondaires, où là on est plutôt dans une optique de traitement à visée curative, puis les cancers du pancréas qui sont par contre une prise en charge palliative actuellement avec les IFU. Alors je reprends la diapo là, de la FUS avec la répartition des traitements. Donc on a en bleu foncé en bas les traitements de la prostate et on a en vert à droite le foie. Donc on est à peu près, il y a moitié moins de traitements au niveau du foie par rapport à la prostate. Et ça contraste un peu avec le fait qu'il y a très peu de preuves scientifiques, il y a peu de publications, même de mauvaise qualité, j'ai envie de dire. Donc il y a énormément de traitements, je crois que c'est 55 000 traitements au niveau du foie, et on se retrouve avec finalement peu de données qui ont été publiées dans la littérature. Alors, la principale difficulté technique, comme vous le savez, donc on a parlé de l'histoire de grainerie. Donc, si je veux détruire une tumeur, il va falloir que je fasse un sushi un peu élaboré. Donc, très clairement, en digestif, on a des grosses tumeurs. Alors, pas forcément autant que les fibromes utérins, mais on a quand même des tumeurs de plusieurs centimètres. Donc, ça va être une véritable difficulté technique, d'autant plus que le foie, il est localisé complètement sous les côtes, donc il est protégé par cette interface costale et il va être soumis à des mouvements respiratoires, donc qui vont gêner le ciblage. À droite, vous voyez la différence entre l'inspiration et l'expiration, et on a le foie qui peut varier de 4 à 5 cm, qui peut aussi se déformer. Donc très clairement, ça va être une difficulté supplémentaire, en plus de cette interface costale osseuse qui va gêner la propagation des ultrasons. Et d'ailleurs, dans le traitement des tumeurs du foie, il y a beaucoup d'équipes qui font une procédure associée avec une résection partielle de côte pour augmenter la fenêtre acoustique, ou vont faire ce qu'on appelle des
créer des épanchements artificiels, donc mettre du liquide autour du poumon ou autour du foie. Donc ça limite un petit peu le caractère non invasif de la procédure, mais ça témoigne aussi des difficultés de l'approche IFU dans ces tumeurs. Pour le pancréas, les difficultés sont un petit peu différentes. C'est un organe qui est profond, qui est beaucoup plus petit que le foie. Le foie, ça fait entre 1 litre à 2 litres selon les patients, donc quelque chose qui fait cette taille-là. Le pancréas, on est plus sur quelque chose qui fait 2 par 10 cm. C'est un organe qui est très profond, donc qui dit profond, dit qu'on va avoir du tube digestif qui va passer devant, donc ça va gêner la propagation des ultrasons, donc ça va être une des premières difficultés quand on parle de ciblage, en tout cas avec le guidage ultrasonore. Autre particularité, hier on parlait de la thermométrie et de jusqu'où on peut aller, où est-ce qu'on doit s'assurer de la sécurité de la destruction, est-ce qu'on ne va pas chauffer trop fort. Le foie, David avait dit, on peut taper aussi fort qu'on veut, donc c'est ce qu'on a fait, on est content. Le pancréas, on est obligé d'être un peu plus précautionneux parce que le parenchyme est extrêmement fragile et quand il y a une rupture d'un canal pancréatique, c'est-à-dire un canal qui va amener les sécrétions du pancréas vers le tube digestif, ces sécrétions elles sont hyper agressives. C'est un peu comme des piranhas, si vous voulez, ça va tout grignoter. Alors, quand c'est dans la digestion, pas de problème, mais quand ça sort du pancréas, on peut avoir des gros soucis. Et en pratique clinique, c'est ce qu'on a avec ce qu'on appelle des pancréatites, des inflammations du pancréas. Et ça va abîmer les tissus adjacents et ça peut entraîner le décès du patient. Donc, cette particularité-là fait qu'il faut être plus prudent qu'au niveau du foie. Alors, comment se positionnent les IFU? Quels sont les enjeux de ces IFU? C'est vraiment différent entre le foie et le pancréas. Pour le foie, ce qu'il faut se demander, et ça a été dit hier par les deux présentateurs qui venaient des États-Unis, c'est quel est le bénéfice clinique? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter avec les IFU? On sait que dans le traitement des tumeurs du foie, la destruction focalisée, le fait de faire une destruction focale, locale, ça a un intérêt clinique, c'est utilisé en pratique quotidienne. Et donc le problème, c'est que dans ce cas-là, avec les IFU, il y a énormément de techniques concurrentes qui ont prouvé leur efficacité. Donc ça va être véritablement qu'est-ce que vont apporter les IFU. Alors il y a quand même des opportunités. Avec les techniques habituelles, il y a un risque d'essaimage, mais ça a été dit par le radiologue hier d'Edouard Herriot, finalement, les complications liées à la ponction, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un risque d'essaimage, mais qui est dans la littérature, qui est à peu près entre 1 à peut-être 3%, mais c'est vraiment quelque chose qui est très faible. Par contre, très clairement, l'opportunité avec les IFU, c'est qu'ils sont moins soumis aux problèmes de refroidissement liés à la circulation sanguine. Pour le pancréas, l'enjeu est totalement différent. C'est est-ce qu'il y a un intérêt clinique à faire la destruction focalisée d'une tumeur? Est-ce que ça a un intérêt de faire un contrôle local dans cette maladie qui est réputée pour être extrêmement agressive et être finalement une maladie systémique généralisée d'emblée? Alors, c'est d'autant vrai qu'il y a eu des essais cliniques qui ont été faits avec la radiothérapie, une autre technique de destruction focalisée, qui sont extrêmement décevants. Néanmoins, il y a quand même un rationnel clinique à détruire une tumeur de manière locale parce qu'elles ne sont pas toutes métastatiques. Et il y a une véritable opportunité, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a de la place pour des nouveaux traitements. Donc ça aussi, ça a été dit, c'est est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a un manque en pratique clinique? Et clairement, pour le pancréas, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, un peu l'électroporation irréversible, mais globalement, on est un petit peu en manque de ressources thérapeutiques. Alors, si on s'intéresse aux résultats cliniques des tumeurs hépatiques, globalement, la seule catégorie, la seule pathologie où on a des données scientifiques qui sont relativement fiables, c'est le carcinome hépatocellulaire, le CHC. Donc, c'est un adénocarcinome, un cancer des cellules glandulaires, des hépatocytes, c'est les cellules qui font la fonction du foie. Et la particularité de ces cancers, c'est qu'ils interviennent sur ce qu'on appelle une hépatopathie, c'est-à-dire un foie qui est abîmé.
Alors, il y a plusieurs causes à ça. En France, c'est plutôt l'alcool. Ça entraîne une cirrhose ou une fibrose, c'est-à-dire une induration du foie. Dans les pays asiatiques, on est plutôt sur des cirrhoses qui sont induites par des virus, virus de l'hépatite B et C notamment. Les indications thérapeutiques, finalement, elles sont un peu calquées avec ce qu'on a avec la radiofréquence, puisque ça existe depuis une vingtaine d'années, les données scientifiques avec la radiofréquence. Et la bonne indication thérapeutique actuellement, c'est des CHC de petite taille, donc moins de 2 à 3 cm, un nombre de nodules assez limité. Dans ce cas-là, les IFU font aussi bien que la radiofréquence, font aussi bien que la chirurgie. La particularité, c'est vraiment le terrain, c'est le patient. Opérer ces patients-là, c'est toujours prendre un risque supplémentaire de décompensation de la fonction du foie. Une des opportunités des IFU, c'est que quand le foie ne marche pas très bien, on a de l'acide, c'est-à-dire on a du liquide dans la cavité abdominale, et ce liquide est une contre-indication aux techniques de destruction focalisée conventionnelles. Or, pour les ultrasons, c'est presque une opportunité, puisque ça va faciliter le passage des ultrasons. En tout cas, dans les données de la littérature qu'on a, le taux d'ablation est à peu près de 90%, donc ça c'est des résultats, on va dire, honnêtes, et qui sont compatibles avec une prise en charge curative et des survies globales à 80%. Globalement, c'est ce que je vous dis, ça fait aussi bien que les techniques concurrentielles. Il y a une autre indication thérapeutique, alors on n'est pas vraiment dans le curatif, c'est pour les tumeurs qui sont grosses ou alors qui sont au contact de vaisseaux et pour lesquelles la radiofréquence ou le micro-ondes ne marche pas. Donc là, on a quelques essais, c'est plutôt des phases 2, donc randomisés, mais pas avec un critère de jugement principal fort, et qui montrent que habituellement ces cancers, ils sont traités avec de la chimio-embolisation, c'est-à-dire qu'on met de la chimiothérapie dans l'artère du foie directement pour essayer d'être un peu plus dirigé directement vers la tumeur. Et quand on rajoute des IFU à la chimio-embolisation, eh bien on fait mieux que la chimio-embolisation seule. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous voyez quand même que les taux de réponse sont relativement faibles, moins de 30%, et la survie à 2 ans, elle est à 30%. Donc c'est mieux que ce qui est fait avec juste de la chimio-embolisation, mais ça reste des résultats un peu décevants. C'est pas lié à la technique, c'est véritablement lié à la pathologie. Pour les métastases, donc, les métastases hépatiques, le foie est un siège assez fréquent de métastases et très souvent, en tout cas quand on peut, on essaye d'opérer ces métastases quand il s'agit d'un cancer du côlon. Il y a d'autres organes pour lesquels on peut proposer une attitude à visée curative, mais finalement, c'est vraiment des cas assez exceptionnels. Donc, la majorité des métastases qu'on traite à visée curative, elles sont d'origine colorectale. Or, là, pour le coup, on a vraiment très peu de données sur cette population spécifique. Et d'ailleurs, dans les publications, même avec des cohortes de patients de 700 ou 1000 patients qui viennent de Chine, en fait, c'est un mix, quoi. On a mélangé un peu de tout. On a des métastases de cancer colorectal avec des métastases de cancer de l'estomac. On a des choses qui ont des pronostics totalement différents. Donc, à part dire que oui, c'est faisable, sur certains patients qu'on arrive à détruire avec IFU des métastases, au niveau de l'efficacité, c'est impossible de dire qu'on va être efficace avec les IFU. Et véritablement, il y a moins de 10 publications sur les métastases, qui est pourtant un domaine qui est en pratique clinique qui est extrêmement développé. Donc il y a Ealing qui est en Angleterre. Lors de la présentation, je crois que c'était sur le rein, il y avait une série d'une dizaine de patients à peu près à la même année. Donc eux, ils ont fait leur série de métastases, pareil, une vingtaine de patients, il y avait du côlon et de l'estomac. C'était sous guidage IRM, et ce qui est assez troublant, c'est que on a du mal à avoir l'information sur le taux d'ablation, et surtout les auteurs rapportent que au final, l'ablation, la destruction qui était obtenue et visible en IRM, elle était de 45% plus petite que ce qu'ils avaient planifié initialement. Donc, malgré un guidage IRM, on avait des destructions qui étaient beaucoup plus petites que prévu. Et ça, c'est
Il n'y a pas véritablement d'explication proposée par les auteurs, mais ça témoigne de la difficulté quand même de ciblage du foie. De manière récente, on a un papier sur des métastases qui sont mal situées. Alors mal situées, c'est à peu près, c'est un peu la même chose que pour le CHC. Sur le schéma de droite, c'est des grosses lésions à proximité du vaisseau. Et là, ils ont des résultats assez intéressants avec une réponse complète de 77%, des tumeurs qui allaient jusqu'à 8-10 cm. Donc vraiment des résultats qui sont intéressants. Après, les résultats carcinologiques étaient assez décevants parce qu'une médiane de survie à 24 mois, c'est ce qu'on obtient actuellement avec une chimiothérapie conventionnelle. Alors, de manière assez anecdotique, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a une équipe qui a rapporté le traitement palliatif des cholangiocarcinomes. Donc, c'est des tumeurs des voies biliaires. Donc, le foie, il produit de la bile et la bile va s'écouler dans l'intestin. Et ces canaux biliaires, ils sont bordés de cellules qui peuvent se transformer en cellules cancéreuses. Et quand ça arrive, ça bouche la tuyauterie, la bile reste dans le foie et on devient jaune. Dans ce cas-là, la plupart du temps, malheureusement, on fait des traitements palliatifs. Et la première chose à faire, c'est de faire en sorte que la bile s'écoule de nouveau dans l'intestin, parce que tant que la bile est coincée dans le foie, il y a une jaunisse, et on ne peut faire aucun traitement. On ne peut pas faire de chimiothérapie, parce que c'est beaucoup trop toxique. Donc on met des stents, comme ça se fait dans les artères coronaires. L'inconvénient, c'est que ces stents, ils sont un peu moins efficaces qu'en cardiologie. En cardiologie, ils ont même des rotateurs qui vont casser les plaques. En viscéral, en digestif, il n'y a pas ça. Donc très souvent, ces stents, ils ont tendance à dysfonctionner, à se boucher. Et donc, il y a des auteurs qui ont proposé de détruire en partie la tumeur avec les IFU et de mettre le stent. C'est des cas rapportés, donc c'est difficile de faire une généralité, mais on avait l'impression qu'il y avait une perméabilité du stent qui était beaucoup plus longue que sans IFU. On parlait des besoins et je pense que le cancer du pancréas a vraiment besoin de nouvelles thérapeutiques. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un cancer qui est en train d'exploser. On a des chiffres de projection, c'est-à-dire qu'on était à 5000 cas par an en 2005. Et les prédictions, parce que c'est juste, on n'a pas les chiffres réels, mais en France, on serait à 14 000 nouveaux cas en 2020-2022. Donc ça a quasiment triplé sur 15 ans. On n'a pas forcément les explications pour ça, mais très clairement, c'est en train d'exploser. C'est un cancer dont le pronostic est effroyable. On arrive à guérir seulement 5% des patients, donc c'est extrêmement décevant. Et il y a peu de ressources thérapeutiques en dehors de la chimiothérapie cytotoxique. Donc on utilise des protocoles de chimiothérapie qui existent depuis 20 ans, donc on n'a quand même pas fait d'énormes progrès, et la chirurgie. Le traitement actuellement, l'application clinique des IFU dans le cancer du pancréas, c'est quasi uniquement à visée palliative. Ce qui a été démontré, alors surtout dans les séries chinoises, c'est qu'on améliore la qualité de vie des patients, ce qui est déjà pas mal, principalement par un effet antalgique. Alors pour le mécanisme, c'est probablement une destruction du plexus cœliaque. En gros, c'est un réseau de nerfs qui est entre le pancréas et l'aorte. Et en détruisant ce plexus, on va diminuer les douleurs. Actuellement, en France, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des alcoolisations, soit par voie radiologique, soit par voie écho-endoscopique, en passant au travers de l'estomac, de ce plexus. Ça donne à peu près les mêmes résultats, mais là, c'est la même philosophie. C'est extrêmement difficile de savoir s'il y a un bénéfice d'un point de vue oncologique, parce que là encore, c'est un peu le pêle-mêle. On a des patients qui sont non métastatiques, mélangés avec des patients métastatiques, donc très clairement, c'est difficile d'en tirer des conclusions. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a une réduction du volume tumoral. Donc, même si le patient est métastatique, on ne peut pas évaluer le bénéfice carcinologique, on peut quand même voir le bénéfice localement. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Non seulement on a une diminution du volume tumoral, et ce volume tumoral continue de diminuer. C'est-à-dire qu'on a une réduction d'un tiers de la tumeur à 3 mois et 2 tiers à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'il y a d'autres mécanismes qui sont induits par la destruction focalisée. On a parlé de l'effet abscopal. Et en fait, en gros, c'est en faisant une destruction, alors ça a été décrit avec la radiothérapie initialement, mais on va modifier les interactions immunitaires et il y aurait une sorte d'intensification du système immunitaire pour faire simple. En tout cas, le fait qu'il y ait cette réduction du volume tumoral, c'est pour moi une opportunité chez les patients qui ne sont pas métastatiques, parce qu'il y en a, et c'est notamment ce qu'on appelle les cancers du pancréas localement avancés. C'est des cancers qui sont localisés, on n'a pas forcément une tumeur qui est de taille importante, hein, même 2-3 cm, mais qui est mal placée. La particularité du pancréas, c'est qu'il est entouré de vaisseaux qui sont indispensables à la survie. Ça peut être les vaisseaux mésentériques qui amènent le sang dans les intestins ou qui amènent le sang dans le foie ou l'estomac. Et donc, ces vaisseaux-là, on est obligé de les laisser en place quasiment, ils ne sont pas forcément accessibles à une reconstruction. Donc, on a des tumeurs qui sont de petite taille, mais on ne peut rien faire parce qu'elles sont mal placées. Donc, intuitivement, la radiothérapie a essayé de prendre le pas. Et au cours des différentes années, alors, en tout cas en Europe, il n'y a aucun bénéfice à faire de la radiothérapie en plus d'une chimiothérapie. Ce qui est assez contre-intuitif, mais on a des très bons essais randomisés avec des centaines de patients, c'est négatif. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il y a deux équipes. Il y a une équipe en Italie qui utilise la radiofréquence et une équipe aux États-Unis qui utilise l'électroporation. Alors, d'utilisation pair-opératoire pour contrôler certaines choses et notamment ce que je vous expliquais, l'échauffement, être sûr qu'il n'y ait pas de gag à ce niveau-là. Et eux montrent, alors c'est des séries monocentriques, hein, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais qu'ils ont des résultats encourageants, et surtout des patients qui n'étaient pas opérables et qui le deviennent. Donc ça, très clairement, ça veut dire que des patients à qui on était dans une situation totalement palliative, on leur offre une chance de guérir. Je ne sais pas qu'on va le faire, mais on leur offre cette chance-là. C'est pour ça qu'au laboratoire, on a travaillé sur ça. Alors, vous avez vu la sonde ce matin qu'on utilise en paire opératoire et on a travaillé là-dessus avec l'équipe et on va démarrer une étude clinique en 2022 sur ces patients à qui j'espère on pourra rendre service. Les complications des IFU en digestif. Alors, j'ai récupéré un tableau d'une revue de la littérature là, sur le foie-pancréas. Pour le foie, la complication principale, c'est la brûlure cutanée, notamment liée à la réverbération, entre guillemets, des ultrasons, et c'était à peu près un tiers des patients quand même. Alors, c'est plus ou moins grave, c'est pas dramatique d'avoir une brûlure cutanée, mais c'est quand même à noter. Dans le pancréas, on a quand même des cas de pancréatite, d'inflammation du pancréas, mais qui ne sont pas forcément graves. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est tout ce qui est ostéo-radionécrose. Donc en fait, une destruction secondaire de l'os liée à la fragilisation de l'os, au niveau des côtes pour le foie et au niveau des vertèbres pour le pancréas. Donc ça veut dire qu'il y a si les vertèbres ont pris un coup, elles sont quand même très postérieures par rapport au pancréas, c'est-à-dire que le ciblage n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est allé beaucoup trop loin avec les ultrasons, donc on n'a pas forcément traité la tumeur comme on le voulait. Après, c'est aussi à but palliatif, donc le plexus est un peu plus en arrière que le pancréas, mais quand même, je trouve que c'est assez intéressant de noter ça. Alors, quelles sont les perspectives finalement dans la sphère digestive? Il faut qu'on ait des nouvelles technologies IFU si on veut que ça soit appliqué en digestif. Alors, il y a deux grandes voies d'amélioration, selon moi. Il y a l'augmentation du volume de destruction et le développement de nouveaux dispositifs mini-invasifs d'ultrasons. Alors, je suis bien obligé quand même de citer les résultats du laboratoire rapidement, mais a été développé un transducteur avec une géométrie torique, alors que d'habitude c'est une géométrie sphérique, où là, globalement, le principe, c'est qu'on va avoir une augmentation sur la zone de recouvrement des ultrasons.
Donc, quand les ultrasons vont se croiser, à l'endroit où ils se croisent, on va avoir une destruction à ce niveau-là. Et cette géométrie-là va permettre d'avoir des volumes de destruction qui sont assez impressionnants. Donc, on a à gauche sphérique, au milieu le torique et à droite le torique avec la focalisation dynamique. Et on a testé ce dispositif sur du foie. Alors, c'est des patients à qui on allait enlever un morceau de foie. Et avant de leur enlever le morceau de foie, ben, on détruisait. Donc, au début, on a juste détruit du foie sans métastase, sans rien, pour être sûr qu'on ne faisait pas de bêtises. Et vous voyez, il y a un exemple en bas, là, au milieu d'une destruction élémentaire. Donc ça, on obtient ça en 40 secondes. Donc c'est assez impressionnant. Et à droite, avec la focalisation électronique, où on avait ciblé une métastase, juste histoire de dire qu'on était capable de cibler cette métastase. Et on a des volumes de destruction de manière extrêmement rapide qui sont impressionnants. Donc ça, c'est une voie de recherche. En tout cas, pour le digestif, c'est quelque chose d'important. L'inconvénient, forcément, c'est que là, dans cet exemple, c'est une approche pair-opératoire. Et donc, on s'éloigne quand même du côté mini-invasif, mais c'est une étape nécessaire si on veut passer après avec la même géométrie, la même philosophie, mais de manière extracorporelle. Autre possibilité d'amélioration, mais finalement qui est peu développée, ça a été dit par Geoffroy en urologie ce matin, c'est les IFU par laparoscopie. La laparoscopie, donc on gonfle le ventre avec du CO2, ça nous crée un espace de travail, on peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut faire des opérations extrêmement complexes maintenant par laparoscopie. Donc c'est une voie d'abord quand même qui est privilégiée en cancérologie, et paradoxalement on a finalement très peu de données sur le transducteur IFU par laparoscopie. Donc ce qu'avait montré Geoffroy ce matin, les résultats cliniques, c'était une équipe autrichienne, et là un peu plus tard en 2015 par une équipe américaine, où ils ont développé en gros un échographe avec un transducteur ultrason, et ils obtenaient des volumes de destruction de 9 cm3 en 10 minutes. Mais c'est quelque chose d'intéressant, et quand on parlait ce matin de l'endométriose, avec certaines lésions qui étaient mal placées, qu'on avait axées par voie endorectale, mais on avait dit que c'était une maladie un peu diffuse, pourquoi pas imaginer des traitements combinés. Alors, je pense que ça reste une technologie extrêmement difficile parce qu'elle a été peu développée, alors que la laparoscopie est vraiment en plein essor. Autre possibilité, c'est, je vous ai dit, que tube digestif, c'est source d'interface aérienne, mais c'est aussi une opportunité. Nos gastro-entérologues font énormément de procédures diagnostiques et maintenant thérapeutiques en passant par le tube digestif. Ils se servent beaucoup de l'écho-endoscopie. Donc, c'est un échographe qui est couplé à un endoscope. Donc, ça, c'est des choses qui sont utilisées de manière quotidienne, et notamment pour les pathologies du pancréas. On se met dans l'estomac. En fait, en gonflant l'estomac, on est plaqué sur le pancréas, et donc on a une fenêtre acoustique qui est extrêmement bonne. Et ça a été développé une sonde au Lapto il y a une dizaine d'années. Et avec ça, ils ont détruit du tissu hépatique, et puis plus récemment du tissu pancréatique. Il y a une autre stratégie, c'est un peu comme dans la prostate avec le transducteur transurétral, par une équipe américaine, où ils mettent un transducteur par le tube digestif avec des repères, des coils qui peuvent être repérés en IRM, et le guidage se fait par IRM. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de cibler de manière un peu plus précise, mais ça reste quand même, en termes de logistique, quelque chose d'assez encombrant. Donc, vous avez à gauche un endoscope, et vous voyez que là-dessus a été bricolé un dispositif pour les IFU. Donc, il y a le système d'irrigation, il y a le système électrique pour alimenter les transducteurs. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, ça demande au niveau technologique pas mal c'est assez encombrant. Il y a l'équipe de l'IRCAD à Strasbourg qui travaille aussi sur un dispositif endoscopique, c'est ce qui est représenté en bas à droite. Et alors,
Ils n'ont jamais publié vraiment, c'est au cours de congrès ou de choses comme ça, mais ils développent ce système par voie endoscopique. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement, alors il y a certaines lésions pour lesquelles on a besoin de biopsie, mais on a aussi des lésions précancéreuses. Typiquement au niveau de l'œsophage, quand on a du reflux, ça brûle l'œsophage, et si on laisse comme ça des années, ça peut se transformer en cancer. Ben, ces lésions-là, on essaye de les détruire, par exemple par radiofréquence, mais c'est assez difficile. Ça pourrait être une bonne opportunité. Il y a aussi d'autres tumeurs. Alors, il y a des progrès avec la microscopie confocale, c'est plus ou moins ce que tu discutais tout à l'heure, Emmanuel, où là on arrive à faire un diagnostic, en tout cas à établir des critères de gravité qui font que soit il faut faire une grosse opération, enlever tout le côlon, soit on peut l'enlever par les voies naturelles. Ce que font actuellement nos gastro-entérologues, c'est qu'ils injectent du liquide sous la muqueuse, et grâce à ce plan de dissection, après ils découpent. Alors ça prend du temps, techniquement c'est assez difficile. À HEH, il y a une très grande équipe, à Edoradio, il y a une très bonne équipe, mais c'est des fois difficile à reproduire. Et ce qui a été proposé là par l'équipe de l'IRCAD, c'est plutôt que de mettre du liquide, c'est d'injecter de l'air. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est la boule. Et du coup, entre la muqueuse et le reste des tissus à protéger, il va y avoir de l'air, et donc ça va faire barrière pour le passage des ultrasons. Et on va pouvoir détruire cette lésion. Donc c'est totalement préliminaire, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Pour finir, juste un mot. Alors ça sort un peu de la destruction thermique, mais c'est la neuromodulation par IFU. Ça a été dit ce matin par notre collègue italien. Il y a des choses passionnantes à faire là-dessus, notamment sur les plexus et sur des modèles murins. Par exemple, on détruit des plexus nerveux digestifs et on s'affranchit des problèmes d'inflammation du côlon. Il y a certaines maladies qui existent ça pourrit la vie des patients. On n'a pas véritablement de traitement efficace. Ou alors c'est des choses qui sont très lourdes, voire même de la chimiothérapie pour une pathologie bénigne. Et sur des modèles murins, en stimulant ces plexus, on a des choses vraiment intéressantes sur des sécrétions. Donc ça, c'est vraiment très récent, mais c'est assez enthousiasmant. Donc pour conclure, les applications cliniques actuelles en digestif à visée curative, c'est le petit carcinome hépatocellulaire, peut-être les métastases, probablement dans certains centres. Le traitement palliatif, c'est intéressant dans le CHC volumineux et dans le cancer du pancréas. Et c'est une technique pour laquelle il y a peu de complications graves. Il faudrait voir quand même sur des recueils plus importants les risques d'ostéoradionécrose. Globalement, la principale limite dans la sphère digestive, c'est qu'il y a encore des verrous technologiques qu'il faut faire sauter, notamment en termes de ciblage, de durée de traitement. Néanmoins, il y a de nombreuses opportunités, que ce soit technique avec des nouveaux transducteurs, mais aussi stratégiques avec l'immunomodulation, pour lequel on a pas mal d'espoir avec l'explosion de l'immunothérapie. Je vous remercie. Je sais pas s'il y a des questions sur son topo. Moi j'en ai une quand même avant d'aller manger un peu de foie midi. J'ai peut-être pris par des considérations d'agenda là, mais j'ai pas trop entendu parler de délivrance de drogue dans ta présentation. Non. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui se font avec tout ce qui est liposome thermosensible? Je sais pas si tu veux commenter ou... Vas-y. C'est pas une présentation. Non, je suis resté. Effectivement, il y a pas mal de données précliniques ou cliniques débutantes. J'ai fait le choix clairement de cibler sur la destruction focalisée, la destruction thermique, sur de l'application clinique. Et l'idée quand même, c'est que est-ce que nous on peut s'y mettre au IFU, donc en France? Est-ce que véritablement on a une opportunité? Et sur la base de ça, sur le foie, ça reste difficile. Parce qu'en fait, il y a tellement de concurrence que ça va être difficile pour nous de nous positionner. Je parle de stratégie
si on avait un IFU Center ici, par exemple, pour traiter les gynécos d'un côté, le digestif de l'autre, est-ce qu'il y aurait cette opportunité? Ça me semble difficile, par exemple. Pour les liposomes, après, oui, c'est intéressant. En digestif, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une chimiothérapie qui est extrêmement ciblée? Ça pourrait être intéressant pour le pancréas. Pour les autres cancers, ça me paraît... je suis pas sûr que ça soit la véritable problématique et c'est pas nos difficultés actuellement. Sauf dans le cancer du pancréas où il y a cette histoire de stroma qui fait qu'on a une chimio-résistance parce qu'on a une difficulté. Et là, effectivement, ça pourrait être vraiment intéressant. Et alors, il y a des drogues qui existent qui cassent le stroma justement pour faciliter la chimiothérapie cytotoxique. Après, les liposomes, ouais, ça pourrait être un champ intéressant. Mais je pense qu'il faut cibler, à mon avis, des pathologies où vraiment il y a un rationnel. On peut le faire partout, mais dans le foie, par exemple, ça va être, là encore, ça va être difficile de montrer un bénéfice. Maintenant, on a même la radiothérapie vectorisée, où on va réussir à être assez sélectif avec des doses qui vont être très, très importantes. Donc, je suis pas sûr que le liposome trouve sa place, véritablement. Autour d'un petit déjeuner. Donc, vous avez vu qu'on a pris un petit peu de retard.